Je connais un organisateur. Alors, la séance d'aujourd'hui porte sur le réductionnisme. C'est Laurent Magne, que tout le monde connaît ici, mais qui appartient au même labo que moi à Nanterre et qui a déjà travaillé sur plusieurs entrées, et qui est un des membres fondateurs de la SPSG, qui va nous présenter son entrée sur le réductionnisme. L'idée est, comme quasiment à chaque fois, de passer l'entrée en revue. Alors là, en plus, je vois que Laurent, comme ça, on aura le texte en même temps, d'en faire une lecture slash présentation pour que tout le monde ait le fond comme la forme et qu'après on ait des réactions diverses de la salle. L'idée étant toujours, je le rappelle, d'alimenter l'autorat de l'entrée, mais l'autorat reste celui d'une personne, c'est-à-dire que ce n'est pas une évaluation en double aveugle avec obligation de répondre à tous les commentaires, c'est un enrichissement d'une entrée qui sera signée par la personne qui assumera son autorat sur cette entrée-là. L'idée étant donc de compléter, proposer autant de choses que possible à Laurent pour qu'il puisse, lui, après, retravailler l'entrée sur le fond comme sur la forme, comme bon lui semblera, puisque les entrées sont bien signées et assumées par leurs auteurs. Laurent, c'est à toi. Eh bien, écoutez, merci pour votre présence continue pour ces séminaires. Et je vais vous présenter une version très préliminaire de mon texte, puisque si vous regardez en bas à gauche, j'en suis à 2476 mots. Donc ça veut dire que j'ai 1000 mots de trop. Donc ça veut dire qu'il va falloir évidemment que je réduise mon texte sur le réductionnisme, mais ça tombe bien puisque je vais essayer de vous apporter dans mon texte la manière dont je vais m'y prendre pour réduire correctement ce texte. Et j'ai décidé de thématiser la question du réductionnisme autour de deux phrases semi-provoques, en train de parler d'une pensée en décomposition, avec le double jeu de mots sur la décomposition et une approche de la cuisine en SHS, puisque je trouve qu'on ne parle pas assez de la cuisine. Et j'entends bien, en bon français, faire valoir notre exception culturelle et l'importance de la cuisine. Euh, et donc du coup, je vais vous faire, comme d'habitude, on va dire une forme de lecture commentée, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de penser le réductionnisme dans ce qu'il a de plus fondamental et son application en sciences de l'homme et de la société, et donc en sciences de gestion évidemment également. Et je commence ainsi. S'il est classique de critiquer le réductionnisme en SHS, il l'est moins d'en faire une analyse plutôt que de se contenter de son usage comme insulte épistémique. En général, quand on traite quelqu'un de réductionniste, c'est pas pour lui dire que tu es un ami cher, mais plutôt que je te considère comme ennemi ou quelque chose comme ça. Donc, réductionnisme, c'est d'abord et avant tout une insulte épistémique, en tous les cas, c'est son usage courant. L'objectif de cet article est de fournir un cadre analytique du réductionnisme, finalement appliqué au SHS, qui permet de montrer qu'il a bel et bien un intérêt, donc on n'est pas du tout en train de faire de la caricature en disant le réductionnisme c'est mal, mais des limites criantes et potentiellement dangereuses que l'on ne saurait ignorer. Donc le but du jeu, c'est de se poser vraiment la question du réductionnisme et surtout de distinguer différents types de réductionnisme. Vous avez, pour ceux qui connaissent mes articles antérieurs, une habitude et vous savez quels sont les trois niveaux de réductionnisme, évidemment, que je vais aller analyser, mais ce qui nous fournira un cadre d'analyse permettant de distinguer différents types de réductionnisme, deux étant, on va dire, problématiques ou inacceptables, et l'un étant potentiellement intéressant comme heuristique. Première partie qui est trop longue, le réductionnisme et ses prétentions scientifiques. Ce qui est important avec le réductionnisme, c'est justement qu'il y a une espèce d'association étrange entre le fait que scientifique, cela voudrait dire réductionniste, c'est-à-dire science impliquerait réductionnisme. Et c'est sur l'interprétation de cette implication qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire et à débattre, puisque certaines de ces interprétations sont éhonteusement fausses et d'autres sont parfaitement correctes. Donc on va essayer de démêler ce fil
Et c'est l'intérêt justement de poser un cadre analytique du réductionnisme. Et la deuxième partie sera d'appliquer ce cadre au SHS en général. Et on prendra un de mes auteurs favoris comme, on va dire, fil rouge. Pourquoi? Parce qu'il a souvent été taxé de réductionnisme, donc ce sera on va dire une bonne figure d'illustration de ce qu'on peut voir en SHS. Et le principe du réductionnisme, c'est cette pensée en décomposition, et on va expliquer ce que ça veut dire. Commençons par analyser le lieu commun de la position réductionniste assumée de Jean-Pierre Changeux en 83, où l'homme n'est au final que ses neurones. Pour ceux qui le connaissent, il avait écrit un ouvrage qui s'appelle L'homme neuronal, et il avait fait la montre d'une thèse matérialiste radicale, où en gros, l'esprit, c'est juste le cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle le réductionnisme physico-chimique. Et au final, ce que je vais montrer, c'est que dès qu'on commence à être réductionniste un peu, si on va jusqu'en bout de chaîne, à la fin, tout n'est que physique. Et c'est le réductionnisme physicaliste qui est derrière. Cette position de Changeux illustre immédiatement les trois types de réductionnisme, ontologique, épistémologique et méthodologique, l'un entraînant très souvent l'autre en cascade. Qu'est-ce à dire? Si je dis que l'homme n'est ni plus ni moins qu'un paquet de neurones reliés entre eux, j'assène un postulat ontologique qui me permet de réduire la nature humaine à un simple fonctionnement neuronal. Si l'on a bel et bien besoin de ce support neuronal pour notre fonctionnement cognitif, comme l'ordinateur qui nécessite du hardware pour que le software fonctionne, notre être ne se limite pas à une unique dimension matérielle, et on peut parler effectivement des dimensions émotionnelles, mentales, spirituelles, etc. Donc, ici, la thèse sur laquelle on part, c'est dire qu'il n'existe exclusivement qu'une seule dimension, c'est réputé empiriquement, c'est matériellement faux. Donc, on peut affirmer avec Marcuse que l'être humain n'est pas unidimensionnel, même si on cherche à le réduire éventuellement à une seule dimension. Et Marcuse, dans son célèbre ouvrage, montre en fait qu'il y a des projets de contrôle politique qui sont souvent liés à cela, en tous les cas des entreprises idéologiques. Qui plus est, en ne sélectionnant qu'un seul type parmi nos cellules, si on enlève les autres, ce qu'il reste n'est alors plus un être humain, on est en train d'autopsier un bout de cadavre déjà en décomposition. C'est finalement ça la critique la plus fondamentale du réductionnisme, c'est le fait qu'on a perdu une qualité essentielle, c'est-à-dire que l'étude du vivant devient du mort, donc c'est un cadavre. En plus, on a décidé de virer toute une partie de ce cadavre, on l'a déjà sacrément, on va dire, nettoyé, donc c'est un bout de cadavre, et on prétend produire de la connaissance en autopsiant donc ce bout de cadavre, sachant que le cadavre, comme il n'est plus vivant, il n'est plus nécessairement dans le même état de conservation ou de fonctionnement, évidemment, que lorsqu'il était vivant, ce qui veut dire qu'il a déjà commencé à se décomposer. Donc c'est cette métaphore du cadavre en décomposition que je vais un peu filer dans cette partie. Euh, et, euh, et je pense que ça permet en fait de donner un exemple, certes un peu choquant, volontairement choquant, mais qui positionne le problème. Donc on est en train d'autopsier un bout de cadavre déjà en décomposition, bien que la vie soit une dimension fondamentale du phénomène étudié, mais qui ne peut plus être présente dans des conditions aussi artificielles que mortifères. Donc ici, le réductionnisme, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est en train de dénaturer son objet. C'est-à-dire que si on croit que, on va dire, la réduction est l'objet, évidemment, on se trompe. Un tel réductionnisme ontologique, on fait croire que l'être ne serait que, donc avec le que restrictif, est ainsi une forme de mensonge amputant le réel, qui n'a aucun sens dans le travail épistémique scientifique et qui risque de conduire à bien des dérives idéologiques, aux préconisations simplistes et qui deviennent totalitaires par leur systématisation. Là, j'assène quelque chose qui est fort et qui est en lien avec tout un tas d'autres choses et de corpus. Et je vais simplement dire modestement que ma référence pour le dire, c'est Herbert Marcuse. Et je ne m'étends pas, faute de place, puisque j'ai déjà 1000 mots de trop. Deuxième Laurent, paragraphe. juste un mot, il y a une question sur Oui, l'acronyme dis-moi. TES, Travail travail épistémique épistémique scientifique. scientifique. Ouais.
Exactement. Je l'ai dit à l'oral, mais oui, effectivement, excusez-moi, c'est comme vous savez, travail épistémique avec moi et Ion, c'est un peu notre marotte. Donc TE et le S, c'est pour scientifique. La position de changeux illustre également le réductionnisme épistémologique. Là, on change de plan. Le premier plan, c'était le réductionnisme ontologique. Circuler, il n'y a rien à voir dans l'esprit, c'est juste un paquet de neurones. Ici, c'est le réductionnisme épistémologique. On réduit la connaissance d'un domaine scientifique, par exemple les sciences de l'homme et de la société, dont la psychologie, à celle d'un autre domaine scientifique, la biologie moléculaire. Finalement, circuler en psychologie, il n'y a rien à voir, ça n'est que de la biologie moléculaire appliquée à une échelle, on va dire, un peu plus grande. Ce qui fait de ce dernier domaine, ou plus exactement du premier, du domaine auquel on réduit, la cause principale et sous-jacente de ce qui se passe à un niveau d'analyse et de complexité plus élevé. Ce faisant, les SHS n'apporteraient au final pas grand-chose puisque les vrais ressorts des phénomènes sociaux ne seraient à chercher pour l'essentiel que dans des activités neuronales. C'est une forme de simplisme monofactoriel de l'explication qui, si on va jusqu'au bout de l'argument, nie l'autonomie des domaines scientifiques ultérieurs, réduit à des conséquences vassales en bout de chaîne et jugé comme accessoire. Donc c'est en général ce qui mène, on va dire, à une forme de réductionnisme physicaliste, on va dire, qu'on peut voir facilement avec Oppenheim ou Putnam. L'idée, effectivement, c'est celle de la cascade, c'est-à-dire que si on commence à faire du réductionnisme, très souvent, en fait, tout est censé se résoudre dans une forme de matérialité, de physicalité. Donc, en fait, la discipline reine de toutes les sciences, ce serait la physique. Sauf que si on va jusqu'au bout de cette logique, paradoxalement, on devrait également réduire ces mêmes réseaux de neurones biologiques à des réseaux de neurones mathématiques. Au final, nul besoin d'étudier cette neurobiologie barbante, puisqu'il suffit de s'intéresser à l'algorithmique, ce qui est justement ce qui a permis les premiers développements de l'IA. Donc là, ce que je montre, c'est que très souvent, les réductionnistes ne vont pas jusqu'au bout. Ou alors, ils vont éventuellement jusqu'au bout et disent que la discipline fondamentale, c'est les mathématiques, mais étonnamment, dans les scientifiques réductionnistes, on va dire, c'est pas une thèse qu'on entend fréquemment. Là encore, un tel réductionnisme est évidemment scientifiquement inacceptable, puisqu'il limite volontairement la complexité pour la ramener exclusivement, là j'aurais dû mettre le mot exclusivement en gras, à une seule forme de causalité sous-jacente, comme à l'époque où certains cherchaient à tout expliquer par seulement les mouvements de l'éther ou l'esprit. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé au-dessus le simplisme monofactoriel de l'explication. En effet, le travail épistémique scientifique se doit de rendre compte de la complexité du réel plutôt que de l'occulter, ou pire, de l'amputer pour la nier, ce qui est une position idéologique. Et surtout, ce qui est bien connu dans les systèmes complexes, la science doit rendre compte des phénomènes d'émergence. Ça, c'est la critique classique du réductionnisme qui, en fait, ne permet pas de penser les phénomènes d'émergence et le fait qu'on est capable de faire des modèles à certains niveaux d'agrégation qui sont inexplicables par les propriétés des éléments inférieurs. Le fait que des propriétés apparaissent à des niveaux d'agrégation supérieurs, qui n'existent pas au niveau d'analyse inférieur, et qui pourtant peuvent boucler avec ces mêmes niveaux, rétroaction. Donc ici, on est en train de dire qu'il y a bien effectivement des formes de complexité, et que cette complexité est pas appréhendée par le réductionnisme, mais en fait, c'est justement ce qui fait sa force. C'est le fait qu'il ne va pas chercher à appréhender toute la complexité. Bien entendu, bien un modèle d'un phénomène quelconque est forcément une simplification. C'est une représentation qui ne pourra jamais être une représentation, c'est-à-dire une présentation à nouveau du réel. La carte n'est jamais le territoire, et heureusement. Sinon, la carte serait parfaitement inutile puisqu'on se retrouverait avec deux fois le territoire. Ça ferait beaucoup trop dans un seul espace. La simplification peut toutefois rapidement tourner à la caricature et le pouvoir d'explication réelle du modèle réductionniste ainsi sombrer en raison d'un biais idéologique souvent mal perçu et à son corps défendant. Donc la grande critique du réductionnisme, c'est pas qu'on simplifie, c'est que du coup en fait on risque de caricaturer, ça c'est ou voire de dénaturer, c'est le réductionnisme ontologique. Caricaturer, ça c'est le réductionnisme, on va dire épistémologique. La simplification, c'est là où le réductionnisme est en réalité intéressant, c'est-à-dire d'un point de vue méthodologique. On suit ainsi un principe bien connu du discours de la méthode. Euh, Dans le titre Discours de la méthode, c'est un discours de la méthode. On est bien sur un plan méthodologique qui nous enjoint à découper le réel en morceaux d'analyse, ainsi qu'il sera nécessaire pour que nos idées soient claires et distinctes.
C'est d'ailleurs le principe cartésien que l'on cite en général comme justification des positions réductionnistes, tout en oubliant soigneusement que ce principe analytique fait partie d'un ensemble de 4 principes, et ces 4 principes sont la vraie méthode cartésienne pour bien diriger son esprit. Et je vais citer les troisième et quatrième qui sont en général passés sous silence, l'exhaustivité. Donc on peut omettre momentanément certaines choses, mais certainement pas définitivement, donc il n'est pas question d'amputer, la méthode cartésienne n'a jamais dit ça. Et surtout, le quatrième et le plus... Enfin, en fait, c'est le troisième, l'exhaustivité, c'est le quatrième dans le discours, mais c'est la synthèse. Ce que l'on a découpé analytiquement, pour démonter le phénomène, il va falloir le remonter. Or, vous savez bien en tant que chercheur que notre pratique de la recherche n'est pas un travail propre, on va dire chirurgical, mécanique ou autre, c'est bordélique. Et on est tous en train de faire du bricolage, on est en train de tester nos idées. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire devant vous, c'est bien ça, hein. Là, on n'est pas du tout en train de dérouler une mécanique implacable. Donc, comme tout bricoleur du dimanche qui a déjà démonté un appareil électronique, vous savez bien qu'à la fin, il reste souvent des vis, des boulons, des écrous, voire d'autres morceaux qu'on a complètement oublié de remonter, qui nous restent sur les bras. Donc ça, c'est les résidus. Ah, je fais exprès d'utiliser évidemment l'idée des résidus parce que ce qu'on a dans les modèles réductionnistes, c'est qu'en fait, on a des très gros résidus. Et ce que je dis, c'est que avoir des gros résidus, c'est pas un problème, à condition qu'on ne cherche pas à cacher les résidus sous le tapis et de faire passer du significatif comme étant justement de quelque chose de parfaitement négligeable. La véritable difficulté de la méthode cartésienne est justement ce moment de synthèse, c'est-à-dire une défocalisation embrassante. On est en train non plus de réduire la focale, mais de l'ouvrir. On est en train d'essayer de prendre en compte, c'est ça que j'ai essayé de traduire par le mot embrasser, avec un risque de surplomb écrasant la nuance. Là, je suis en train de rappeler que la synthèse, ça n'est pas la panacée. La synthèse, elle a tout à fait également un certain nombre de risques, qui est effectivement d'écraser toute forme de nuance dedans. Et elle doit suivre le moment d'analyse. L'analyse, elle, étant une forme de zoom focalisé. Mais si je zoome trop, si je suis trop focalisé, j'ai un bon risque d'effet tunnel, ce qui me crée une zone aveugle hors champ. Le but du jeu, effectivement, c'est de ne pas d'ignorer ce qu'il y a autour, mais ça va être de l'intégrer. Par contre, je ne vais pas être nécessairement capable de l'intégrer tout de suite, et donc, comme forme proto-théorique, je vais me permettre effectivement de l'ignorer. Mais donc, on est bien en train de dire que l'analyse et la synthèse ne peuvent pas être séparées. Il ne s'agit pas, par paresse et outrecuidance, de choisir l'un ou l'autre si l'on professe d'être un scientifique. Autrement dit, il faut savoir faire évidemment les deux. Si la pensée peut décomposer, elle ne peut se permettre d'être mortifère, ça c'est le cadavre en décomposition, et pourquoi elle est mortifère? Parce qu'elle couperait définitivement, et de transformer ce qu'elle touche en cadavre en décomposition, ce qui n'est rien d'autre que de le dénaturer. Donc évidemment, ça c'est ce que l'on ne veut pas faire, même si le réductionnisme méthodologique est intéressant. Au final, il faut bien reconnaître que ce qui se cache derrière la tentation réductionniste indue, réductionnisme ontologique et épistémologique, c'est en réalité ni plus ni moins que le scientisme. Toutefois, il serait anti-scientifique de nier l'intérêt du réductionnisme méthodologique, dont l'histoire des sciences a tant de fois montré qu'il pouvait être fertile. Mais fertile sous condition, à condition que le travail épistémique scientifique n'y campe pas définitivement. Si vous dites que l'esprit, ça n'est que des neurones et qu'il n'y a rien d'autre à voir que, on va dire, des relations biochimiques, vous êtes en train de réduire définitivement la complexité du phénomène, ce qui fait que, paradoxalement, au lieu de produire de la connaissance qui est censée éclairer l'objet, vous êtes en train de créer un obstacle épistémologique. Donc le travail épistémique scientifique doit reprendre son cours complet, notamment par des allers-retours entre analyse et synthèse. Pour filer une métaphore loisible à la mode, il faut privilégier scientifiquement la neuroplasticité et non provoquer une neurorigidité, incapable de s'adapter à la complexité de son objet réel. On voit ici la limite inhérente à la connaissance produite par le réductionnisme méthodologique et sa pratique systématique du morceau choisi de cadavre. Autrement dit, on découpe, mais c'est une découpe qui coupe du contexte global et dont le réassemblage, bricoleur du dimanche si vous m'écoutez, donne en premier lieu un Frankenstein. Seule l'étude in vivo permettra de sortir de cette ornière, tout en limitant les possibilités d'ouvrir la boîte noire de l'organisme, sauf à faire de la vivisection, qui comme on sait est quand même mortifère et traumatisante, ou à trouver de nouveaux procédés de traçage, et là j'ai fait exprès de ne pas dire d'imagerie.
C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de tracer des activités internes permettant de passer de considérations purement anatomiques, absolument utiles au départ, à des considérations physiologiques et donc vivantes. Alors pourquoi j'ai parlé du traçage et d'ouvrir la boîte noire? Parce que effectivement, avec les organisations, on est bien en train de regarder ce genre de choses et ce qu'on est capable de tracer dans les organisations. Tout le courant de la sociomatérialité, c'est bien comment j'arrive à tracer au travers des artefacts un certain nombre de choses qui se passent, on va dire, dans le fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on enregistre des entretiens, des contenus de réunions et autres? C'est justement pour essayer de capter, on va dire, une partie de cette information et ça nous intéresse évidemment au premier plan en tant que chercheur en organisation. Le chercheur a détruit quelque chose d'essentiel à son objet. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le péché capital du réductionniste, c'est-à-dire s'il détruit par sa méthodologie quelque chose d'essentiel à son objet, mais qu'il ne s'en rend pas nécessairement compte tout de suite. En revanche, quand on procède à la phase de synthèse, ça devient indébutable parce que même si tous les éléments anatomiques sont bien présents, ce n'est pas pour autant qu'ils produisent mécaniquement les relations physiologiques caractéristiques de la vie. Je prends l'exemple effectivement de la vie parce que c'est sans doute le niveau d'explication ou la grande question, quelle est la différence entre le corps vivant et le corps qui est mort quelques secondes après sa mort? Bah, biochimiquement, on n'est pas sûr que, on va dire, il y ait des différences notables. Donc, c'est ça qui montre qu'il y a une partie de l'explication, en tous les cas, qui n'est pas encore présente dans le modèle. Et cette idée de l'anatomie, c'est-à-dire des éléments statiques, des éléments entre guillemets structurels, qui seraient coupés de la physiologie, c'est-à-dire du fonctionnement, du process, c'est quelque chose qu'on a bien connu effectivement en sciences de gestion, où toutes les process studies ont cherché à remettre ces éléments en avant. J'ai mis un mot en gras italique souligné parce que j'avais pas de rose fluo clignotant, sinon je l'aurais mis. C'est le mot relation. En fait, la clé du réductionnisme méthodologique, c'est d'enlever des relations parce qu'il y en avait trop et qu'on n'arrivait pas à comprendre à cause de cette complexité. Mais il y a un moment où, dans le travail épistémique scientifique, il va falloir remettre ces relations qu'on a découpées. Par la coupure des relations, le réductionnisme méthodologique détruit ou omet de la complexité pour l'abaisser à un niveau compréhensible compte tenu de nos connaissances actuelles. Charge au reste du travail épistémique scientifique de restaurer graduellement cette complexité perdue pour qu'elle s'approche mieux du réel multidimensionnel observé, non dans l'indépendance, mais dans l'interdépendance, non dans un modèle figé idéologique, mais dans le dépassement d'une proto-théorie. Donc cette première partie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le réductionnisme ontologique, c'est en général d'abord et avant tout une simplification idéologique, mais que rien ne justifie. Elle est d'ailleurs facilement infirmable parce qu'il suffit de donner un contre-exemple de l'assertion ontologique correspondante pour en fait invalider définitivement la position. Le réductionnisme épistémologique, il a un intérêt parce que, bien entendu, qu'il y a des choses de niveau supérieur qui proviennent des niveaux inférieurs. En revanche, il y a des choses de niveau supérieur qui ne sont pas expliquées en tant que telles par les niveaux inférieurs. Et c'est là où, effectivement, chaque science, chaque domaine scientifique va s'appliquer à étudier les phénomènes émergents de son niveau qui le caractérisent le plus souvent. Et enfin, le réductionnisme méthodologique est très intéressant puisqu'il nous permet de faire une proto-théorie, mais comme le nom l'indique, c'est une proto-théorie, elle doit être dépassée. En étant dépassée, comment on va pouvoir la dépasser? Justement, en essayant de reconnecter ce qu'on avait découpé, c'est-à-dire en rétablissant des relations. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on ne fasse pas que rétablir des relations de contiguïté ou de juxtaposition. C'est l'idée du Frankenstein où on a collé des trucs de briquet de broc pour refaire quelque chose, mais se rapprocher au mieux du réel multidimensionnel observé. Et donc j'insiste évidemment sur le fait que le réel n'est pas unidimensionnel, mais multidimensionnel. Donc ici, le réductionnisme méthodologique, c'est un point intéressant et important du travail scientifique. Par contre, ça n'en est que le début, ça n'en est surtout pas l'aboutissement. Ceux qui disent que le réductionnisme est l'aboutissement de la science sont souvent des gens qui ont d'abord et avant tout des positions, on va dire, idéologiques, dont ils sont souvent peu conscients et qu'ils assument souvent de façon politique et non pas scientifique. Ce qui mène à ma deuxième partie, que j'ai appelée une brève approche de la cuisine des SHS.
Alors pourquoi parler de la cuisine? La première des choses, c'est quand on pense à la cuisine, on ne pense pas à une science. Donc on est en train de dire que en SHS, peut-être que on ne fait pas vraiment de la science, mais de la cuisine malgré le S initial. En tous les cas, c'est un préjugé que on va bien avoir de la part, on va dire, des scientifiques des autres champs, et on va voir en quoi ils ont raison et en quoi ils ont complètement tort. Au fond, le réductionnisme méthodologique mène toujours en bout de chaîne à de la quantification, ce qui nous éloigne de la dimension qualitative, pourtant si importante dans l'expérience humaine, et c'est un risque que l'on pourrait qualifier de quantophrène ou de quantophrénie, selon une utilisation classique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on comprend la tentation réductionniste, on voit pourquoi l'opposition entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives est quelque chose qui a retenu l'attention pendant longtemps. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une opposition entre la quantification et la partie qualitative? La réponse est non. Mais ce ne sont pas les mêmes étapes, ce ne sont pas les mêmes, on va dire, enjeux. Et ce qui est intéressant, c'est l'articulation et non pas la séparation. Alors que si je suis réductionniste, je risque de dire, si je suis réductionniste ontologique ou épistémologique, je risque de dire qu'il n'y a de salut que dans la quantification. Les études qualitatives ne servent à rien. On sait bien qu'on a appris beaucoup de choses qu'on n'avait jamais appris par la quantification grâce aux études qualitatives, ce qui suffit évidemment à invalider cette position qui se positionnerait à un niveau ontologique. Donc l'idée, c'est effectivement que la quantité et le règne de la quantité ont leur place, mais en tous les cas que c'est un règne limité au sens où c'est un règne parmi d'autres dans la nature. Si les SHS sont tentés par le réductionnisme, en particulier l'économie et la finance, mais on retrouve cette sensation dans tout le champ SHS, c'est souvent par isomorphisme institutionnel pour tenter de faire sérieux, en imitant d'autres usages sociaux, en se donnant une apparence de causalité mécanique déterministe, comme les sciences dures et rigides. Je vous rappelle qu'il y avait certaines personnes qui ont écrit un article qui s'appelait L'économie est-elle devenue une science dure? Là où les chercheurs en sciences sociales savent d'expérience que les phénomènes que nous cherchons, que nous étudions, ne sont pas pleinement déterminés en permanence. Ce qui nous pousse à chercher d'autres types d'explications, plus douces, entre guillemets, plus souples, que de la causalité mécanique. Et je rappelle que cette idée de la causalité mécanique, elle n'est même plus déjà si évidente que ça en physique moderne. Par exemple, la thèse de Golfin, qui était son HDR, qui nous avait présenté au dernier congrès de la SPSG, montre bien que cette idée de la causalité mécanique a du plomb dans l'aile. Donc, si évidemment elle a du plomb dans l'aile chez ses tenants en physique, il faudrait quand même être suffisamment intelligent et se mettre à la page pour ne pas avoir une vision caricaturale de la physique qu'on importerait dans les sciences de l'homme et de la société. Donc mon petit mot cuisine, il est fait exprès pour dire que, évidemment, on prend ce que fait les SHS, pas forcément très au sérieux si on a une vision caricaturale de la causalité mécanique comme seul guide. Et on va illustrer ceci à l'aide de l'argumentation de Raymond Boudon, qui, par les ambiguïtés et les nuances de sa propre pensée, nous permettra d'illustrer la question réductionniste en SHS. Boudon est bien connu pour défendre une méthode de recherche dérivée de textes de Weber intitulé l'individualisme méthodologique qui stipule que méthodologiquement, il faut partir des individus pour analyser le collectif, les faits sociaux. Autrement dit, si je fais des individus et que ces individus sont indépendants, alors le tout est la somme de ces parties. Et il y a bien des phénomènes sociaux, des faits sociaux qui sont de cette nature, et un de ces exemples évidents, c'est le vote. Le vote, c'est bien effectivement la somme des bulletins individuels, etc. Donc on peut dire que le vote est un effet de sommation. Par contre, on n'a jamais dit que la formation des croyances qui menait au vote était simplement un effet de sommation. Il n'est pas question de dire que tous les phénomènes sociaux se réduisent tout le temps à la somme des comportements individuels. La culture, les représentations sociales. Ce serait un réductionnisme ontologique depuis longtemps réfuté par les données empiriques des SHS. La thèse de Boudon 84, donc dans son ouvrage intitulé La place du désordre critique des théories du changement social, est de dire que les effets de sommation des actions individuelles provoquent, quand des phénomènes sociaux, premièrement, existent bel et bien. Donc, il y a bien des phénomènes sociaux qui sont des effets de sommation.
alors que, on va dire, certaines interprétations, on va dire, extrêmes de Bourdieu ou de Durkheim avaient tendance à dire qu'il n'y avait pas d'effet de sommation, mais que c'était le grand qui déterminait le petit exclusivement. Autrement dit, il n'y a pas d'interaction entre le petit et le grand, mais c'est soit le petit qui détermine le grand, soit le grand qui détermine le petit, et on avait une espèce d'alternative binaire un peu étrange. Deux, que ces effets de sommation sont beaucoup plus fréquents que ce que les sociologues, en 1984, croyaient. Ceci est pour Boudon un parti pris méthodologique, une heuristique de recherche. L'individualisme méthodologique, ça ne consiste pas, et ça, Boudon est extrêmement clair dans tous ses ouvrages ultérieurs, sur le fait que, on va dire, il n'y aurait que des effets de sommation partout. Le problème avec, on va dire, cette perspective, c'est que, effectivement, les sciences de l'homme et de la société pourraient être déconsidérées, que leurs pratiques soient réduites à une forme de cuisine, de bricolage peu rigoureux. Du moins, peut être le préjugé rapide et mal informé de celui qui méconnaît le travail des SHS depuis au moins un siècle. Mais on peut faire de la bonne cuisine et le chercheur en sciences dures ne cuisine pas en réalité moins que le chercheur en SHS. Ça, c'est pour rappeler que tous les travaux, par exemple, d'études des chercheurs en mathématiques ou en physique, montrent une réalité foisonnante et certainement pas une forme de pensée algorithmique. En tous les cas, s'il y a algorithme à la fin, il n'y en a pas eu au début. Donc il y a bien une forme de cuisine de la science. L'activité de la science, c'est un travail épistémique, et ce travail épistémique, c'est d'abord et avant tout une forme de cuisine et de bricolage, mais une cuisine et un bricolage qui vont avoir des critères de qualité à la fin qui font qu'ils s'éloignent largement de, on va dire, des critères qualité de la connaissance ordinaire. Cette bonne cuisine des SHS se fait aussi par réduction, comme l'on fait réduire une sauce pour en concentrer les saveurs. Et c'est ça que, on va dire, je vous propose comme, on va dire, métaphore positive cette fois-ci. Je vous ai donné le cadavre dans la première partie. Là, ici, je vous propose au contraire la réduction de la sauce pour en concentrer les saveurs. C'est un processus de concentration et d'essentialisation qui n'est pas différent de ce que l'on fait en sciences dures. Autrement dit, on cherche à découvrir l'essentiel, ce qui veut dire que, comme c'est l'essentiel, bah, on a laissé de côté un certain nombre de choses, tout comme si je veux comprendre le mouvement, est-ce qu'il est possible d'ignorer le squelette? Évidemment, ça n'est pas possible. Toutefois, la différence majeure est que nos objets d'analyse sont de fait les plus complexes qui existent en science. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que une particule n'a, en tous les cas dans le modèle standard de la physique quantique, pas le choix de savoir si elle part à gauche ou à droite, si elle décide de changer de spin, ou ce genre de choses. Or, les êtres humains sont dotés de cette propriété de choix, sauf à affirmer que ce soit un déterminisme strict, hypothèse que nous allons analyser un peu plus bas. Il faut donc trouver des modèles qui s'adaptent à nos objets, aux différents niveaux de nos objets, en les articulant. Pour les SHS, il va falloir articuler individu, organisation, société, là où la version réductionniste aurait pu vouloir découper l'individu d'un côté, les organisations de l'autre, les sociétés de l'autre. Et d'un point de vue, cette fois-ci sociologique, vous savez comment notre champ, naturellement, pousse à une forme de spécialisation. Donc, les spécialistes des individus, en gros, c'est les psychologues, les spécialistes des organisations, en gros, c'est les sociologues et les sciences de gestion, et les spécialistes des sociétés, ce seraient les sociologues, les anthropologues et éventuellement les économistes. Donc, évidemment, l'idée, ça va pas être de trancher, de découper les liens entre ces différents niveaux d'analyse, mais de conjoindre, d'articuler ces différents niveaux d'analyse, plutôt que de les isoler fermement. La recherche en SHS est presque toujours en milieu ouvert. Et c'est cette idée du milieu ouvert par rapport à la focale réductionniste qui a tendance à fermer artificiellement le milieu qui nous importe. C'est justement Boudon 1984 qui parle encore d'une mer de situations ouvertes sur laquelle se trouvent des îlots de situations fermées. Donc, dans la causalité du point de vue du sociologue Boudon, il nous dit très clairement qu'il y a des situations, entre guillemets, c'est joué d'avance, il y a une forme de causalité qu'on est capable de comprendre, les situations sont fermées, donc les jeux sont faits, on sait ce qui va se passer, on est capable de prédire socialement quelle va être l'issue de la situation, mais il nous dit des îlots sur une mer de situations ouvertes.
Donc il nous dit ici, avec cette formulation, que on n'est pas dans du déterminisme pur. Il y a des éléments que l'on peut traiter comme s'ils étaient déterminés, c'est ce qu'il va appeler des situations fermées, mais il y en a plein d'autres, des situations ouvertes, qui ne peuvent pas se traiter de cette façon-là. Il va falloir chercher à expliquer pourquoi. Toujours dans ce même ouvrage, il précise d'ailleurs qu'il faut articuler le microsocial et le macrosocial en tenant compte du modèle grand M, de grand S, petit m, M', où en gros il est en train de dire que grand M de... alors en plus, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, je corrige ça tout de suite, c'est petit m de S évidemment, M'. Il faut articuler, il faut agréger le microsocial qui dépend de la situation, et dans la situation, il y a un reflet du macrosocial. Donc en fait, avec cette formulation-là, il montre une boucle de rétroaction, et donc le fait que le microsocial et le macrosocial sont toujours articulés, avec au milieu la notion de situation, qui est effectivement quelque chose de très classique en sciences sociales, et notamment en sciences de gestion. La notion de situation en sciences de gestion, il y a un très bel article de Benoît Journet sur le sujet. Ce dernier ouvrage nuance fortement la formulation antérieure de Boudon, de 79, dans son ouvrage intitulé La logique du social, qui prête, elle, le flanc à des critiques, et notamment des critiques de son potentiel réductionnisme, où il montrait que des phénomènes sociaux qui étaient des effets de sommation. Et c'est peut-être justement à cause de ces critiques que Boudon saisira de la question de l'humain au travers de la rationalité, parfois franchement caricaturale, qu'on propose pour l'expliquer. Vous avez tous entendu parler de la théorie du choix rationnel, qui est en général le modèle de la rationalité microéconomique. Et Boudon va, à la fin de sa carrière, produire 2 ouvrages autour de la rationalité pour aller vers un modèle de rationalité générale qu'il appelle la rationalité en croyance. Il a fait un très bon que sais-je sur le sujet, si ça vous intéresse. En effet, si l'on prend comme modèle de l'homme l'Homo economicus, on produit une caricature fictive, ou si on croyait la caricature de l'Homo economicus, notre Terre ne serait peuplée que d'épiciers anglais, mâles, ça je l'avais écrit avant d'avoir, on va dire, notre discussion en préambule, du 19e siècle, n'ayant d'autres relations entre eux que des relations d'affaires, exclusivement, toujours et partout. Autrement dit, au mieux une parodie mercantiliste, au pire une dystopie, et en général un système qui, si on le plaque sur le réel, produit des effets pervers. Et là, on pense évidemment à l'article critique de Gauchal et Morad en 96, Bad for Practice, qui, là, on va dire, montre à quel point, si on suit les préconisations de la théorie des coûts de transaction, mais en réalité aussi de la théorie de l'agence, on va produire des effets pervers qui, au contraire, donnent l'impression que la théorie est vraie. Mais la théorie n'est vraie que parce qu'on a construit un système pervers et qu'en fait, c'est un système pervers qui produit des effets pervers. Cette critique de l'épicier anglais, c'est une critique de Boudon. Donc c'est une des manières aussi de montrer que on peut être réductionniste méthodologiquement sans être réductionniste ni épistémologiquement ni ontologiquement. L'usage simplificateur tend à réduire les nuances de texture et de couleur à un simple jeu binaire et dual en noir et blanc. Il est ainsi facile de reconnaître l'adhésion ou non à la croyance fondamentale du système idéologique et donc de déterminer ceux qui font partie du clan, principe d'adhésion indéfectible, ou ceux qui n'en sont pas. Le prochain pas est aisément fait. Affirmer que si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, dans la logique la plus parfaitement dualiste possible, ce qui vient de polariser les camps. Et donc, en gros, on est en train de créer quoi? Des paradigmes. Le réductionnisme, en simplifiant le problème au risque de le dénaturer profondément, augmente le contraste et se trouve ainsi naturellement polarisant. Mais il est facile de prendre cette paire de lunettes avec verre polarisant pour le réel en tant que tel, à la façon dont les citoyens de la cité d'Émeraude du magicien d'Oz se voient obligatoirement porter une paire de lunettes au verre teinté de vert et ne peuvent que s'émerveiller de la verdeur sans pareil de tout ce qu'ils voient dans la cité. Si l'on postule que tout est vert, le rouge ne peut plus s'interpréter au mieux que comme une nuance de vert, voire être réputé chimérique. Le risque du réductionnisme ontologique est bien la projection de sa croyance sur le réel, débouchant plutôt que découchant, mon Dieu, comme quoi, sur le fait que je ne vois plus que ce que je crois, performativité, filtrant tout élément de réalité incompatible avec ma croyance métaphysique fondamentale. On pourrait y voir la source même de la création de paradigmes et de guerres d'écoles de pensée, compris comme combat cognitif idéologique et donc in fine comme combat politique.
Conclusion. Le subterfuge scientiste usuel consiste ainsi à faire passer une classe particulière de phénomènes, mécanismes ou de situations pour le modèle absolu, et non contingent, de l'objet, venant ainsi surdéterminer ses propriétés en le réduisant aux particularités prises comme généralité. Un tel principe de filtrage ou de destruction de la complexité en vue d'une simplification idéologique se nomme réductionnisme ontologique. S'il permet certes de lutter contre l'inflation métaphysique, on invoque usuellement le rasoir d'Occam et l'élimination des fictions de Quine, il dénature toutefois le réel par une métaphysique simpliste qui n'explique guère les qualités émergentes ni la liberté de choix, ce qui ne laisse comme seule possibilité que de les reléguer au rang d'illusion, illusion pourtant largement partagée par le genre humain et qu'il faudrait donc expliquer si l'on était scientifique. Au final, la fiction à éliminer, c'est bien le réductionnisme ontologique, mais non méthodologique, dans ce qu'il a d'amputant et donc de partiel, limitant de façon draconienne sa prétention à la vérité, qu'en s'étonnant voudrait la généraliser à tout va. Là, à la lecture de ce texte, là, on voit très rapidement que j'insiste beaucoup trop sur le réductionnisme ontologique et donc mon prochain objectif à partir de cette proto-théorie, ça va être de réduire mon texte de 1000 mots sur le réductionnisme ontologique. Et Erwan a une question ou des remarques. J'en ai 4. Alors, j'arrête juste 2 secondes ça. Voilà, super, parce que comme ça, je prends des notes. La première, c'est quelle différence tu fais entre les notions de réductionnisme, de physicalisme, enfin réductionnisme ontologique, de physicalisme et de matérialisme. Ça n'était pas très, Oui, très bien. pas très clair pour moi. Donc, La je te réponds au fil de l'eau. Pardon? Je te réponds au fil de l'eau. Tu veux faire les 4 questions, je réponds d'un coup. Non, je fais les 4 et puis okay. C'est court, hein, c'est vraiment très court. La deuxième, c'est une remarque qui est, je ne suis pas certain que le réductionnisme ontologique entraîne vraiment les autres en cascade. Une petite correction. En fait, le réductionnisme ontologique me semble plutôt consensuel et les autres beaucoup moins. Enfin, peut-être, ça me conduit à ma deuxième question parce que si le réductionnisme épistémologique, lui, n'est pas consensuel, le méthodologique peut l'être, mais je n'ai pas bien compris justement la différence entre la différence que tu fais, parce qu'il y a plein de différences qui sont faites dans la littérature, entre le réductionnisme épistémo et méthodo. Donc, si tu pouvais dire ça avec des mots simples, accessibles à ma petite intelligence. Et puis, le quatrième point, j'ai du mal à comprendre ta critique du réductionnisme ontologique, qui à nouveau me semble très consensuel. Voilà. Merci, hein, sinon c'était voilà, très, très intéressant. Alors. Donc la première question, on va dire la plus simple, c'est la distinction entre réductionnisme ontologique, matérialisme et physicalisme. On peut, en fait, évidemment, c'est la définition de ce qu'on va mettre sous ces 3 termes qui permet de voir s'il y a identité ou dissemblance, et donc on va dire des intersections ou des recouvrements. La première des choses, c'est le réductionnisme ontologique, il se place sur le plan de l'ontologie. Donc si je veux le comparer avec le matérialisme et le physicalisme, ça veut dire que je place le matérialisme et le physicalisme également sur le plan de l'ontologie. Est-ce que je vais tout réduire à la matière? Matérialisme. Le réductionnisme ontologique ne te dit pas du tout que tu peux tout réduire à la matière. C'est pour ça que j'ai fait, on va dire, un petit pied de nez en disant non, c'est que les mouvements de l'éther, ou c'est les esprits, etc. Je suis capable de réduire, mais dans tous les cas, je fais du réductionnisme ontologique au sens où je fais du simplisme monofactoriel. Tout est définitivement explicable par une seule forme de causalité, et cette causalité n'est à chercher que dans telle dimension du réel. Donc ça, c'est la différence, on va dire, entre le réductionnisme ontologique et le matérialisme, où le matérialisme peut être une forme parmi d'autres de réductionnisme ontologique. Deuxièmement, matérialisme. Quand on dit matérialisme, ici, évidemment, je le prends comme position ontologique, donc je ne suis pas en train de l'utiliser comme dans le langage courant, où, on va dire, on est en train de critiquer le fait que les gens s'inscrivent trop dans le monde des choses, du consumérisme et ce genre de choses. Là, l'idée, c'est effectivement que tout ne serait que matière.
Donc, la réponse qui est que tout ne serait que matière, c'est Einstein qui nous l'a donné, c'est E égale mc2. Donc, si on dit que tout est matière, on dit en même temps que tout est énergie, puisque la matière, c'est l'énergie à une constante près. Donc ici, la notion de matérialisme, ce serait de croire en le fait que tout est grain. C'est-à-dire que on va dire, c'est la dualité onde-corpuscule si on veut aller là-dedans. Mais en tous les cas, c'est le fait qu'effectivement, l'aspect fondamental, ce serait de la matière et que la causalité la plus petite, c'est finalement des petites billes. On arrive toujours à des petites billes qui vont provoquer des trucs qui font que quand ça s'agrège, c'est des problèmes de petites billes. Là où, si on est sur les ondes, la notion de petite bille n'a pas de sens. Et le paradoxe étant effectivement que, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Oui, bah, c'est ce que j'ai déjà dit avec Albert, quand j'ai rappelé qu'effectivement, il y avait un passage de l'énergie et de la matière. Donc du coup, est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui est correct? En parlant de la matière, je suis en train de dire quelque chose qui est une narration. Une narration qui est opérative, mais c'est une fiction opérative. C'est-à-dire, c'est une manière de décrire les choses qui marche bien, qui éventuellement n'est pas réfutée, mais elle n'est pas parfaite. Et en plus, elle peut avoir des équivalents. Si je commence à dire qu'il peut y avoir des équivalents, je suis complètement sorti du réductionnisme ontologique. Et la dernière partie, c'est le physicalisme. Est-ce que matérialisme et physicalisme, c'est la même chose? Le physicaliste dans la salle, comme c'est toi, Erwan, je parle évidemment sous ton contrôle, enfin, puisque tu es physicaliste professé, puisque j'ai assisté à ta HDR. Euh, Ça, ici, il y a plusieurs compréhensions du physicalisme, mais l'idée, on va dire, c'est, d'un point de vue des sciences sociales, que finalement, les phénomènes sociaux agrégés, en tous les cas, c'est comme ça que je le comprends, hein, après, je prendrai bien volontiers ton avis et ta réaction à ma réponse, c'est de dire que finalement, tout ça, c'est réductible à une forme physique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont d'abord de nature physique, des substrats, et c'est à partir de ces substrats en fait qu'on va comprendre les choses. Pour moi, c'est une thèse qui est très proche de celle de Changeux. Est-ce que tu veux réagir, Arwan? La différence entre physicalisme et matérialisme, ouais, franchement, c'est toujours un peu synonyme. Il n'y a pas de, il y a pas vraiment. C'est pour ça que je mettais les deux en même temps, hein, Mhm. et puis sur le physicalisme, alors il y a évidemment toutes les versions possibles, soit l'idée qu'on réduit à la physique actuelle, soit l'idée qu'on réduit, l'idée que le monde est composé de choses physiques et pas de choses surnaturelles, soit que ça se réduit à une partie particulière du monde physique, ce qui est mon physicalisme d'ailleurs. Donc il y a au moins trois perspectives. Mais j'ai compris ta réponse sur la différence entre réductionnisme ontologique et physicalisme, me semble tout à fait pertinente. Effectivement, on peut réduire à des esprits et pas forcément à des particules de matière ou à des phénomènes physiques, ça me semble tout à fait, tout à fait pertinent. Donc, Ta je deuxième reçois question? parfaitement ta première question, Voilà, ta ta première deuxième réponse. question, c'était la cascade, c'est-à-dire l'assertion qui est que quand on fait du réductionnisme ontologique, ça va entraîner, en tous les cas dans les thèses de la plupart des auteurs, un réductionnisme épistémologique qui entraîne lui-même un réductionnisme méthodologique. C'est ça que je disais dans la partie cascade. Alors pourquoi je dis ça? Ben, on va prendre un cas matérialiste et puis j'ai fait exprès de prendre le cas de Changeux parce que comme Changeux a une position qui est, on va dire, assez nette, tranchée et radicale, c'est didactique, ça permet de voir clairement, on va dire, quels sont les objets. Si je dis avec Changeux, c'est-à-dire si je pose comme base de départ que l'esprit, c'est juste, on va dire, des neurones, donc c'est le cerveau, et que la base d'analyse des neurones, c'est de la biologie moléculaire, ça veut dire que au final, le domaine épistémique pertinent des sciences pour analyser l'esprit, ça ne peut être que la biologie moléculaire. Donc ça me permet Ouais. de réduire je t'explique la thèse et après tu me donneras tes objections. Mais l'idée, en tout cas, c'est que si l'esprit
on va dire, est donc quelque chose qui ressort du domaine de la biologie moléculaire, j'ai réduit un domaine épistémique, par exemple l'étude de l'esprit, à celui de la biologie moléculaire. Et ça, c'est ce que j'appelle le réductionnisme épistémologique, c'est-à-dire un champ est réduit à un autre. Et ça, c'est des choses qui sont bien connues dans la littérature. Et c'est pour ça que j'explique qu'effectivement, la position logique, si je crois que l'esprit, c'est d'abord et avant tout un ensemble de relations biochimiques, bah, du coup, pour étudier l'esprit, je fais que de la biochimie. Donc j'ai fait trois choses. Premièrement, j'ai posé une croyance. Deuxièmement, du coup, j'ai évacué un certain nombre de domaines de la connaissance pour me centrer sur un domaine explicatif central, la biochimie. Et donc, naturellement, qu'est-ce que je vais méthodologiquement étudier? Des relations biochimiques entre neurones. Donc, s'il y a bien une forme de conséquence entre le fait d'adopter la croyance du réductionnisme ontologique, le fait de faire une forme de réductionnisme épistémologique, et donc de procéder pour la recherche à un réductionnisme méthodologique. Voilà l'argument. Non, tu peux très bien considérer que le cerveau est simplement, pas que l'esprit est simplement des interactions entre des neurones. Et puis, sur le plan épistémologique, tu te dis, bah oui, mais c'est tellement compliqué qu'il faut qu'on en reste à un niveau supérieur et on va adapter, je sais pas, la psychanalyse ou la psychologie pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, mais que Et la réponse, c'est dans pas les du faits, on tout. peut pas. Je comprends ce que tu me dis et je te dis pas du tout parce que là, en me disant ça, pour moi, ce que tu as fait, c'est à mélanger l'épistémologique et l'ontologique. C'est-à-dire que quand tu me dis c'est trop compliqué, en fait, tu adoptes un réductionnisme méthodologique. Et tu ne parles pas, tu n'es pas du tout en train de me faire du réductionnisme ni ontologique ni épistémologique. Et ce que je dis, c'est s'il y a Tu peux réductionnisme aussi parler de ontologique, tu peux aussi parler de réalisabilité. Enfin, il y a des arguments, il y a plein d'arguments dans la littérature, la réalisabilité multiple, d'autres, les dilemmes de et Hempel et justement, compagnie, ça, c'est des arguments qui de quel parlent niveau? C'est des arguments de niveau ontologique. épistémologique. Non, ceux-là, Non, ce épistémologique, sont bah, des c'est des thèses. épistémologues qui les font. Ce Il y a sont des des épistémologues qui les épistémologues font. qui parlent de la Et c'est métaphysique, c'est-à-dire qu'ils parlent de leur pas du métaphysique. tout. Si, si, Pas du si. tout. Alors, ça, après, on va pas du coup aller Mais là-dessus parce que là, l'idée, on a c'est un que désaccord voilà, radical. tu peux, dans les faits, mon point, c'est que dans les faits, dans la littérature, il y a plein de gens qui se réclament de réductionnisme ontologique, mais pas du tout de réductionnisme épistémologique. Et en général, la question, c'est ce qu'ils appellent réductionnisme ontologique. Il faut voir effectivement de quelle nature c'est. Je ne dis pas que le réductionnisme épistémologique tel que je le formule soit nécessairement la formulation standard. En revanche, c'est une formulation qu'on retrouve dans le champ épistémologique où on réduit un domaine à un autre. Ça, c'est quelque Bon, chose qui est classique. Là-dessus, donc, on on a en un vrai discutera tous désaccord. les deux. Oui, oui, mais on a un vrai désaccord. Voilà, tout à fait. Sur le troisième point. En fait, ton troisième et ton quatrième point sont le même que celui-là. C'est-à-dire, je réduis ton troisième et ton quatrième point à ton point numéro 2. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à Non, non, trouver non, de non, point d'accord c'est juste que là-dessus, moi, j'ai pas du tout compris ta critique du réductionnisme ontologique, indépendamment de l'épistémologie et de la méthode. Juste l'ontologique, j'ai pas compris ta donc critique. le réductionnisme ontologique, ce que je dis, c'est que si tu as fait une réduction ontologique, ça veut dire que tu n'as pas tout gardé. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Voilà. Donc, si on va dire tu n'acceptes pas, puisque ça c'est la manière dont j'ai défini le réductionnisme ontologique, si tu n'acceptes pas ça, en fait, il n'y a pas de discussion possible sur la suite. Je comprends pas. Je comprends pas justement ce que tu veux dire par j'ai pas tout gardé. Donne-moi un exemple concret. Donc, si je te dis l'esprit c'est que des neurones, est-ce que j'ai tout gardé? Ben oui, tu as gardé l'esprit, tu as gardé les neurones, tu as juste identifié l'esprit aux neurones, quoi. Tu as tout gardé. Non, tu n'as pas tout gardé. Tu as conceptuellement nivelé un certain nombre de niveaux pour qu'ils soient, on va dire, on va dire, expliqué, modélisé à partir d'une certaine strate. Mais tu n'as absolument pas tout gardé. Il y a plein de choses après d'où tu ne vas pas pouvoir me faire de lien direct entre l'activité neuronale et le reste. Mais est-ce que là, il n'y a Je pas un comprends léger pas. biais, Vraiment, je Laurent, comprends pas. je prends l'exemple. Est-ce que c'est réduire, quand tu dis que c'est une réduction de passer de l'esprit au neurone, c'est que tu définis l'esprit comme étant quelque chose de plus que les neurones. Si pour changer, il fait la définition inverse, c'est-à-dire qu'il dit le fonctionnement des neurones produit quelque chose et cette chose-là, c'est l'esprit,
À ce moment-là, il a défini l'esprit en fonction des neurones. Est-ce qu'il y a juste peut-être quelque chose à expliciter là? C'est que toi, tu définis, dans ta définition de l'esprit, en tant que phénomène, il y a quelque chose de plus que le simple fonctionnement des neurones, et donc tu considères que c'est une réduction. Est-ce C'est que la raison. Changeux ne fait pas l'inverse? Donc, C'est-à-dire, il a juste une définition plus déjà, restreinte de c'est l'esprit. là où je comprends très bien ta remarque, elle est très pertinente, Johan, mais c'est là où, Erwan, il faudra que on puisse discuter parce que je suis très surpris de ce que tu me dis. Est-ce que, en tous les cas, Changeleu a toujours été identifié comme réductionniste? C'est une étiquette sociale, alors peut-être attribuée à tort, hein, mais qui lui a été largement collé et qu'il a même lui-même revendiqué sans aucun problème. Donc pour lui, se dire réductionniste, c'est pas un problème. Et l'argument de Johan, c'est de dire enfin qui reprend le tien, hein, pourquoi je qualifie Changeux de réductionniste, premièrement parce qu'il le dit, et deuxièmement parce que si tu poses l'équation a priori que esprit égale paquet de neurones connectés, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de réduction. C'est-à-dire que le concept même de réduction n'a plus de sens puisque c'est une égalité. Donc c'est une autre manière en fait d'analyser. Mais il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de perte. Donc si on qualifie quelqu'un de réductionniste, ne serait-ce que d'un point de vue méthodologique, c'est parce qu'il y a des pertes et que ces pertes sont assumées. Donc après, tu Je peux me dire crois, que... si je peux me permettre, Vas-y. je crois qu'il y a une confusion entre le réductionnisme et l'éliminativisme. Toujours compliqué à dire ce truc. Donc l'idée qu'effectivement, non seulement on peut réduire, mais que la couche supérieure peut être éliminée. Typiquement en théorie de la conscience, oui, il y a des gens qui disent que c'est Dennett, je crois. Je ne suis pas sûr. Enfin, Dennett, Qui aussi, dit qu'il n'y a pardon. pas de conscience et qu'en fait, c'est juste des réseaux de neurones qui interagissent, quoi. Mhm. Mais les deux, on peut être réductionniste sans être éliminativisme. Alors du coup, Oh là là, c'est- jamais y c'est- arriver. là, Erwan, il faut que tu nous donnes, c'est quoi ta définition de réductionniste? Ah ben là, tu peux expliquer un niveau en fonction du niveau d'en dessous. Ça, c'est pour le réductionnisme épistémologique. Et au niveau ontologique, le fonctionnement d'un niveau est en fait le fonctionnement du niveau d'en dessous. Simplement, quoi. Le fonctionnement de l'esprit est en fait le fonctionnement des neurones. Ça, je suis d'accord pour le réductionnisme ontologique. C'est sur le réductionnisme épistémologique où là, effectivement, on n'utilise pas du tout la même Mais définition. ma question portait sur ta critique du réductionnisme ontologique, hein. Ma critique Sur, porte de façon extrêmement classique sur le fait qu'il y a perte. Or, toi, ce que tu dis, c'est il n'y a pas perte. Et moi, ce que je dis, c'est tu postules qu'il n'y a pas perte. tu postules qu'il y a perte. Ça me va Non, très mais je bien. veux dire, Ça me va très bien. Et c'est la raison pour laquelle, ouais, ici, la mais manière, même de répondre. même le problème, mais même pour le papier, en fait, le problème, c'est que je suis pas certain que ce soit très clair. Ce qui est cette perte n'est pas très clair, quoi. Je comprends pas en quoi. Et je suis pas sûr que le papier rentre bien, effectivement. Mais là, peut-être que d'autres participants pourraient aussi donner leur point de vue. Qu'est-ce qui est perdu? Je n'arrive pas à voir vraiment ce qui est perdu, quoi. C'est ça le Et truc. justement, À moins du coup d'être vitaliste ou spiritualiste. Là, on voit bien effectivement que quand on est matérialiste, on dit bah non, il y a pas d'esprit comme matière indépendante, comme quintessence, tout ça. On voit bien ce qui est perdu. Mais dans le réductionnisme ontologique, là, je comprends pas. Désolé. non, non, justement, tu vois bien ce qui peut être perdu, et tu viens de le citer. C'est effectivement, on va dire, pas simplement sur un truc, parce que là, avec Changeux, entre guillemets, on fait un truc où finalement c'est autour de la vie, parce que c'est le truc facile à faire. Mais si je te le fais en sciences sociales, qu'est-ce qui est perdu avec la théorie du choix national? Du choix national. Avec la théorie du choix rationnel. Un peu. Attends, Rien du tout. la théorie Rien du n'est perdu choix. avec la nation. Donc, avec la théorie du choix rationnel, qu'est-ce qui est perdu? Bah, par exemple, c'est tous les affects. C'est-à-dire modéliser l'homme comme étant essentiellement, on va dire, un calculateur ou une calculette sur pattes. Ce que te dit la théorie du choix rationnel, ça veut dire qu'il y a tout un tas de dimensions bien connues qui vont impacter justement la vie sociale et ses conséquences,
qui n'est pas prise en compte dans le modèle. Mais Donc, ça n'a qu'est-ce qui est rien à voir perdu? avec Qu'est-ce le qui est réduit? C'est réductionnisme. ça. Ça, c'est pas le réductionnisme qui est en cause, là. Parce qu'on pourrait très bien dire, bah oui, bah les comportements collectifs sont réduits à des choix rationnels, étant donné que la rationalité inclut les affects, ce qui est d'ailleurs une perspective maintenant assez consensuelle Mais en philo de absolument pas l'esprit. utilisé dans les, mais absolument pas utilisé dans les Peu modèles. importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas je crie. C'est pas le problème du réductionnisme, c'est le problème de la défaillance de la théorie actuelle de la théorie du choix rationnel. On pourrait imaginer une théorie du choix rationnel qui reste réductionniste tout en tenant compte des affects. Je Ça- propose tout- ouais. qu'on ouvre à d'autres éventuelles Ouais, ouais, réactions, mais oui, un ça yogi. pourra nous permettre éventuellement de revenir sur ces éléments-là. Donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent réagir, suggérer, converger ou diverger à lever la main, le temps que les gens... ah bah voilà, je garde mes questions pour plus tard si j'en ai, puisqu'on aura toujours le temps. Philippe. Merci beaucoup de cette présentation savante, hein, comme toujours, Laurent. J'avais une question, c'était justement par rapport à la méthode qualitative. Et j'ai l'impression qu'on pouvait peut-être euh, prendre aussi l'éclairage que tu apportes par rapport aux différentes méthodes d'analyse qualitative. Il y en a qui sont justement, qui ont tendance à beaucoup décomposer les choses, et d'autres, comme par exemple le commentaire de Récit de vie, qui a une vision un petit peu plus macro et moins, je dirais, réductionniste. Alors, est-ce qu'on peut appliquer, je dirais, c'est l'approche que tu as, hein, est-ce qu'on peut l'appliquer aux différents types d'analyses qualitatives, certains qui vont vraiment aller chercher du sens au niveau des mots, et puis d'autres qui vont voir de manière un petit peu plus globale, en fait, un récit. Voilà, est-ce qu'on peut faire des analogies, justement? C'est une question très intéressante et que je ne m'étais jamais posée. Donc, je te remercie, Philippe, de me la soumettre. Et derrière, en fait, ça montre, on va dire, des effets justement de miroir entre les différents niveaux d'analyse, puisque finalement, ta question me pousse à analyser encore plus loin le réductionnisme méthodologique. Autrement dit, c'est poser la question dans les méthodes qualitatives du réductionnisme méthodologique et de voir finalement quelle méthode réduit quoi. Et donc, ce que j'ai proposé, c'était de reprendre le couple cartésien classique sur analyse-synthèse. Et l'idée de est-ce que je commence par le tout ou est-ce que je commence par la partie? Est-ce que je fais du récit de vie qui est macro ou est-ce que je fais de l'analyse de discours et éventuellement du comptage de fréquences de mots? C'est deux manières de procéder. La question ici, c'est, en tous les cas, c'était la thèse de l'article, c'est peu importe par où tu commences, ça pose pas un problème scientifiquement, ça ne pose un problème que si tu t'arrêtes après cette étape. C'est-à-dire, l'idée de ne pas réduire, c'est de ne pas couper, de ne pas omettre, de ne pas avoir de choses qui manquent. Donc, si je fais que du récit de vie sans m'apercevoir que le récit de vie, il inclut des discours, il inclut un certain nombre de choses de ce moment-là, et donc on peut avoir peut-être une partie du récit qui est un peu plus stratégique. Là, il manquerait quelque chose. Si au contraire je fais que de l'analyse de discours et que je rate complètement l'histoire dans lequel ce discours s'insère, dans lequel il est produit. J'ai des éléments de contextualisation essentiels pour la compréhension qui sont absents. Si je m'arrête là, il manque quelque chose. Donc, en fait, ça n'est pas le fait d'avoir, pour faire simple, une méthode plus micro ou plus macro qui va être réductionniste, c'est le fait de s'arrêter à choisir un camp, à choisir entre guillemets soit de l'analyse, soit de la synthèse, soit du micro, soit du macro, sans avoir justement fait le travail de tressage entre les deux, et qui est le principe du travail scientifique. Pour moi, c'est absolument pas un problème parce que ça n'est qu'une méthode. Là-dessus, je fais du Feyerabend, hein, qui, dans son ouvrage qui s'intitule Contre la méthode. Donc, le titre de l'ouvrage est clairement positionné sur la partie méthodologique. Il nous dit, tout est bon. Dans une proto-théorie, on peut faire feu de tout bois. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on va s'arrêter à la proto-théorie, et ça ne veut absolument pas dire qu'on ne va pas avoir des critères qualité qu'on va mettre à la fin.
Hmm. Donc tout est bon dans la méthode, ça ne veut pas dire tout se vaut. Mais toutes les méthodes se valent. Par contre, toutes les connaissances produites par ces méthodes ne se valent pas. Merci Laurent, c'est très convaincant. Merci. Alors, en attendant qu'il y ait éventuellement d'autres questions qui surgissent, moi, je voulais revenir sur une idée mentionnée un peu rapidement à la fin, Il y en a qui beaucoup. est que... un retour, moi, il y a une multiplication de métaphores fil rouge que je trouve pas évidente et qui du coup rajoute au texte, vu qu'on est dans une tentative de réduction du texte. Il y a voilà, j'ai pas été complètement embarqué par le cadavre. J'ai trouvé la cuisine un peu plus parlante, mais voilà, je sais pas, je suis pas complètement convaincu, mais voilà, ça n'est qu'une réaction de lecteur. Donc ça, c'est vraiment du goût dans la lecture et ça peut être ignoré. Je pense que une partie de la divergence avec Erwan vient, alors de toute façon, ce séminaire n'est qu'une mise en scène des divergences profondes qui opposent Laurent et Erwan. Voilà, pour toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore. Mais il y a quelque chose de sain dans la capacité de deux personnes à coexister dans la même société de philosophie des sciences de gestion depuis plus de 10 ans maintenant, en étant à peu près d'accord sur rien. Et en étant 15. quand même, ça fait 15 ans, et en étant quand même capable de déjeuner, boire des cafés, dîner, boire l'apéro. Enfin voilà, je pense que c'est sain. C'est une boutade quand je dis c'est une mise en scène de vos divergences profondes, mais en fait, je pense que c'est extrêmement sain de montrer qu'on peut on peut être profondément pas d'accord, ne pas se convaincre, et que ça se finisse pas forcément au pugilat, puisque un certain nombre de conférences dans nos domaines, on évite la controverse parce que les gens font pas la différence entre une controverse avec des arguments rationnels qui ne vont pas forcément convaincre l'autre et le fait de s'écharper publiquement. Donc voilà, mais je pense que un des points de divergence récurrents est pas. Et bon, il est sur le fond, mais il est aussi sur la méthode. Je pense que Laurent, dans ta démarche, tu cherches à proposer ta définition inspirée de beaucoup de lectures, mais ta définition du réductionnisme, là où une partie de la réaction d'Erwan est de dire c'est un terme qui te préexiste, qui a ses définitions canoniques, qui, sans les reprendre texto, mérite conversation. Je pense que il y a souvent une divergence entre vous deux sur ton texte part d'une digestion de ses écrits existants et de ses définitions existantes, là où lui dit ça serait pas inintéressant de se positionner par rapport à elle. Alors, dans une vision didactique, mais ça, je le dis souvent, ça serait bien de mentionner quelques-unes de ces définitions-là avant de les digérer, ne serait-ce que pour donner au lecteur les sources, etc. Mais le problème, c'est que je te dis qu'il faut couper des mots, et puis là, je te dis de rajouter deux paragraphes. Donc, je suis conscient de l'injonction paradoxale. Mais on en vient à la vraie chose que sur laquelle je voudrais avoir ton sentiment. Sur la fin de texte, tu dis à un moment le réductionnisme ontologique, dont tu nous as dit en partie beaucoup de mal, ou en tout cas beaucoup d'éléments problématiques, tu nous dis c'est peut-être ça qui fonde le paradigme. Alors, du coup, il y a un truc intéressant, parce que le paradigme étant considéré comme étant assez central dans la structure même du travail scientifique et de son histoire, et puis en plus tu mets paradigme entre guillemets, donc tu assumes un clin d'œil à Thomas. Ça veut dire que au fondement du paradigme, il y a quelque chose qui pourrait dériver, voire dégénérer, nouveau clin d'œil que tu pourras relever ou pas. Voilà, tu le mentionnes en deux phrases et finalement tu connectes quelque chose dont tu nous as dit que c'était potentiellement problématique à quelque chose qui est considéré comme étant assez central. Donc,
Est-ce que tu vois une dérive potentielle dans cette structure fondamentale de la recherche scientifique qu'est le paradigme? Est-ce que c'est un warning? Est-ce que c'est une vigilance? Est-ce que c'est... voilà, comment est-ce que tu connectes les deux de manière un peu plus détaillée? Alors, il faut que je te fasse 3 réponses pour répondre à une seule de tes questions. Pas de main levée, tu peux y aller. Il nous reste 26 minutes. Je je vais essayer d'en prendre moins, je promets. Enfin, je promets que je vais essayer. Donc, la première des choses, c'est le projet de l'article. Le projet de l'article, c'est, si on parle du réductionnisme, c'est pas parce que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème. C'est ce qui me gêne beaucoup dans la position d'Erwan, c'est-à-dire que finalement, on a retenu, du point de vue d'Erwan au moins, mais sans doute de toute une partie du champ de la philosophie analytique, le fait qu'il y avait une certaine définition du réductionnisme, et du coup, le réductionnisme ne pose pas de problème. Donc, s'il ne pose pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Je ne suis pas quelqu'un qui fait partie, on va dire, du paradigme dégénérescent, pardon, de la philosophie analytique. Je suis un chercheur en sciences sociales. Donc ça veut dire que la première des choses que je fais, c'est que je regarde les choses du point de vue du chercheur en sciences sociales. C'est la raison pour laquelle le fait qu'on cherche à imposer certaines définitions plutôt que d'autres, pour moi, ça montre qu'il y a un rapport de force. Ça ne montre pas qu'il y a une nécessité logique. Et en tant que tel, la thématisation dans le champ des sciences sociales du réductionnisme, c'est justement aussi celui de la domination, du rapport de force. Il faut faire sérieux, il faut faire comme les sciences physiques, etc. C'est quelque chose qui a structuré la production de connaissances en SHS pendant longtemps et qui continue à le faire en partie. Donc, il y a problème. Et donc, c'est à partir de ce problème que Erwan ne reconnaît pas du tout. Erwan, il nous dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème. Et moi, je dis si, du point de vue des chercheurs, il y a problème. La preuve, c'est qu'il y a des courants depuis longtemps qui parlent du réductionnisme, de ses dangers. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats en économie, en sociologie, en anthropologie, en sciences de gestion, mais pas en philo. Très bien, mais on est chez nous. Donc, la première des choses à dire, c'est ce papier est un papier qui n'a d'intérêt que parce qu'il y a, au moins du point de vue des chercheurs en SHS, un problème lié au réductionnisme. Ce qui veut dire que ce que je dois utiliser comme définition du réductionnisme, ce n'est pas nécessairement la définition externe, on va dire, de la philosophie analytique. Sinon, je souffrirais de ce que j'ai moi-même appelé le réductionnisme épistémologique. On réduit le champ des SHS à ce que nous a dit un autre champ, celui de la philosophie analytique. Et on essaie du coup de voir du point de vue du travail épistémique scientifique, c'est-à-dire du chercheur en train de chercher, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est la raison pour laquelle il y a, on va dire, tout ce cadrage préalable. Et effectivement, je te remercie de me poser cette question parce que cette explicitation est nécessaire et il faudra que je la fasse figurer dans le papier. Donc il va falloir que je réduise de 750 mots et que j'en rajoute de 150, comme ça j'aurai fait mes 500. Et qui est implicite dès que je parle de travail épistémique scientifique. Mais c'est absolument indispensable de le préciser, et c'est à ça que servent les séminaires. C'était tellement évident pour moi, je ne l'ai pas dit. Sauf que pour un lecteur qui ne me connaît pas, c'est évident que ce ne sera pas évident. Donc il faut absolument le préciser. Deuxième chose, du coup, réductionnisme, il y a problème. Problème au sens de questions à problématiser. Donc, il y a des choses qui sont vraiment problématiques et d'autres qui ne le sont pas. D'où la proposition d'un cadre analytique du réductionnisme avec ontologique, épistémologique et méthodologique, et la réponse d'Erwan qui nous dit qu'il n'y a que le réductionnisme. Il n'y a pas du réductionnisme avec 3 épithètes. Et du coup, on va dire l'incompréhension. L'incompréhension est faite que la définition posée, il n'y a pas d'ouverture sur la définition posée. Il n'y a pas d'ouverture possible. Si on est un dictionnaire critique, c'est pas simplement pour donner, on va dire, l'état des rapports de force dans l'académisme occidental. C'est pour chercher à apporter quelque chose, et si on a de la valeur ajoutée, c'est pas pour faire plus de la même chose, hein. C'est un peu la définition de la névrose selon l'école de Palo Alto. C'est pour apporter quelque chose qui, au contraire, est là pour nous débloquer dans une bonne tradition bachelardienne. On est là pour lever des obstacles épistémologiques
Et étonnamment, j'avais pas imaginé qu'il y aurait un obstacle épistémologique sur le fait que justement le réductionnisme est un problème. C'est ma faute, j'assume. Ensuite, du coup, le réductionnisme, que je découpe, on va dire, en trois familles, et je dis il y a deux familles qui sont problématiques et il y a une famille qui n'est pas du tout problématique, le réductionnisme méthodologique. Donc si c'est pas problématique, et en particulier puisque l'entrée qui était juste avant celle-ci, c'était l'individualisme méthodologique, donc la partie méthodologique, je ne l'ai pas, on va dire, traitée en long, en large et en travers, parce que ça a été fait avant et ça sera fait ailleurs. Donc il y a aussi toujours l'idée que ce texte s'insère dans un projet plus large qui est celui du dictionnaire et que je tiens compte des entrées qui ont été faites. Je me permets de citer paradigme entre guillemets parce que ça fait aussi référence directement à l'entrée de paradigme de Rémi Jarda. Donc là, il y a cette intertextualité qui est implicite, mais qu'un réductionniste ne verra pas. C'est-à-dire la vision réductionniste du dictionnaire, c'est les articles sont indépendants les uns des autres. Et du coup, qu'est-ce que le dictionnaire? C'est la somme de ces articles. Or, si on parle de l'intertextualité, on est en train de dire, ben non, il y a tel article qui répond à tel autre, qui répond à tel autre, qui répond à tel autre, et en fait, ça forme un réseau conceptuel. Et donc, ce que je dis, c'est que le réductionnisme ontologique, c'est celui qui va postuler que, par principe, le dictionnaire n'est qu'une collection d'articles. Donc, le tout, le dictionnaire, n'est que la somme de ses parties. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est un problème, et c'est un problème pourquoi? Parce que derrière, il y a des positions idéologiques qui sont souvent absolument invisibles pour les auteurs dont ils sont porteurs. Or, évidemment, ça fait partie des choses qui sont importantes à mettre en évidence pour les sciences sociales. Donc, du coup, pour ces questions des cadres d'analyse implicites dont les gens sont porteurs, mais qui en sont plus ou moins inconscients ou peu conscients, ou parfois ils jouent dessus pour faire que c'est une fausse évidence, c'est du combat institutionnel. C'est-à-dire qu'on est dans des luttes politiques et de pouvoir. Si, il y a bien, on va dire, une dimension classique de toutes les sciences sociales, on y est. C'est une dimension qui est étonnamment absente de l'épistémologie, qui a tendance, du coup, presque limite à la récuser. Alors, en fait, si je reprends ce que je comprends de l'argument d'Erwan, c'est mais il n'y a pas de problématique politique et de pouvoir, c'est juste du fonctionnement des neurones. Si je dis ça, j'explique rien. Donc, je suis en train de faire du réductionnisme ontologique, épistémologique. C'est-à-dire, je suis en train de nier l'intérêt de la connaissance produite dans un champ en disant, mais c'est juste le jeu des neurones. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il y a bien cascade. Il y a bien le fait que si j'ai une croyance réductionniste ontologique, ou que je la scène ou que je la pose, alors, naturellement, je vais réduire tout à au champ qui correspond à mon réductionnisme ontologique, et donc ma méthodologie, évidemment, ne sera tournée que sur l'un. Mais ce que je dis, c'est que le contraire n'est pas vrai. Je peux être réductionnisme méthodologique sans être réductionniste ni épistémologique, ni ontologique. Ça c'est le résumé de l'article. Ouais, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose, mais ces trois niveaux que tu mobilises souvent dans les analyses, c'est vraiment utile en l'occurrence parce que je pense que ça permet de faire la différence entre la démarche qui dirait tout ce qu'on attache habituellement à l'esprit est intégralement le produit du fonctionnement des neurones, qui n'est pas le même type de réductionnisme que de dire je n'étudie que ce que produisent les neurones et je l'appelle esprit. Et si vous appelez esprit quelque chose qui échappe au fonctionnement des neurones, en fait, ce n'est pas de l'esprit. Et ce n'est pas la même démarche de réduction que de réduire l'intégralité du phénomène au réseau de neurones, ou de réduire la définition même du phénomène au fonctionnement des neurones et de dire tout ce qui est au-delà, ça relève d'autres choses. Et je pense que tu permets de dissocier les deux. Alors, je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer clairement, mais il y a un effet d'intersection, quoi. C'est-à-dire, si la spiritualité, la névrose et l'amour ne sont pas directement la conséquence des neurones, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans ma définition de l'esprit.
C'est pas la même chose que de dire l'intégralité de ce qu'on appelle l'esprit, y compris l'amour, la spiritualité et la dépression, n'est que le produit du fonctionnement des neurones et de la chimie du cerveau. Et je peux tout expliquer l'intégralité de ça par le fonctionnement des neurones. C'est pas le même type de réductionnisme, et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette distinction des trois niveaux, c'est que ça permet de distinguer des choses qui ont l'air d'être similaires et qui en Exactement. fait le sont pas. Et ça, je pense que pour ça, la structure en trois niveaux a quelque chose d'heuristique et de didactique qui est vraiment bien. Et je rajouterais deux choses. La première, c'est que cette distinction des niveaux ontologiques, épistémologiques et méthodologiques est une distinction classique de l'épistémologie, mais de l'épistémologie faite par les chercheurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des philosophes qui pensent des trucs dans leur coin en étant déconnectés des activités de recherche. Ce sont des chercheurs qui ont cherché et qui ont une expérience, on va dire, de première main de la recherche, qui ont mobilisé ces catégories. C'est la raison pour laquelle, au lieu de parler d'épistémologie, je vous parle de travail épistémologique, mais j'indique qu'il a bien vocation à être scientifique. Et du coup, Johan justifie ma problématique. Je vais un peu plus loin, où je reprends un exemple que j'ai mis en me disant non, je ne vais pas le développer, sinon je vais encore faire trop de trucs, mais c'est l'ordinateur. C'est pas parce que l'ordinateur a un hardware que, on va dire, ça explique ce que je fais avec ces logiciels. D'accord? Donc ça veut dire que la problématique, si je fais du réductionnisme ontologique, je nie une partie du réel. C'est pas de l'amour, c'est de la dopamine. Et si je dis l'amour, c'est de la dopamine, on sent bien que l'égalité est fausse. Ne serait-ce que parce que je ne suis pas sur le même niveau d'analyse. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir libération ou production de dopamine dans ce qu'on appelle l'amour? Peut-être. Mais ça n'empêche pas que amour égale dopamine, c'est faux. C'est conceptuellement faux. Or, c'était l'argument sur lequel je pense que on n'est pas d'accord avec Erwan. Si c'était que Excuse-moi, ça. Alexandrine, je finis de répondre à la J'allais dire, il question y a Alexandrine. de Johan. Euh, l'autre point important, c'est donc du coup le fait que, premièrement, le réductionnisme est bien un problème, mais il est essentiellement un problème si on est sur le niveau ontologique. Il n'est pas problématique sur le plan méthodologique. Mais si j'ai une vision du monde, j'ai une ontologie, une métaphysique spécifique, ça veut dire qu'en fait, j'ai un modèle en tête. Alors j'ai présenté le modèle de l'homme avec l'Homo economicus, c'est tarte à la crème, mais en même temps, on est bien au centre de l'analyse. Ça, c'est un modèle, un exemple type, comment est-ce qu'on dit ça? Topoparadigmos. Donc en fait, c'est littéralement la définition d'un paradigme. Et après, cette vision des choses ou cette paire de lunettes, c'est pour ça que j'ai après cité le magicien d'Oz, c'est une autre manière de parler du paradigme de Kuhn. Et ce qui est très intéressant, c'est que le philosophe sait qu'il y a des paradigmes, mais il les ignore. Alors que le chercheur en sciences sociales, il va être très souvent au contraire attentif aux paradigmes, parce que ces paradigmes qui sont des croyances sont des moyens d'explication des phénomènes sociaux qui sont très importants. Et si vous avez toujours porté des lunettes vertes de philosophie analytique, comment est-ce que vous allez penser le rouge? En fait, il n'y a pas de rouge. Le rouge, c'est qu'une nuance de vert. D'où l'intérêt de ma finale, et effectivement de bien dire que il est facile on va dire, fonctionner en milieu fermé. C'est pour ça que j'avais insisté sur le milieu ouvert, le fait que notre recherche elle est en milieu ouvert, parce qu'en fait on est dérégulé. À la fin, on est dans ce que les philosophes appellent l'entre-soi. Donc en fait, on a une pensée qui sent le renfermer et surtout qui est incapable de s'ouvrir à quoi que ce soit d'autre. Ce qui veut dire que la pensée n'est plus en recherche. Si la pensée n'est plus en recherche, est-ce que vous êtes sérieusement scientifique? Non, mais après, on peut arguer du fait que les philosophes n'ont aucune prétention à être scientifiques. Ça me va très bien. Mais là, c'est des scientifiques qui parlent épistémologiquement à des scientifiques. En tous les cas, c'est le projet du dictionnaire tel que je le comprends sur la partie épistémo. Alexandrine. Oui, merci. Alors justement, ce sont des scientifiques qui s'intéressent à l'épistémo en SHS ou en sciences de gestion. Tu vas me dire, évidemment, les sciences de gestion font partie des SHS, donc c'est légitime d'être large.
Et donc, mon questionnement, c'est est-ce qu'on pourrait pas être un petit peu plus explicite vers les sciences de gestion, par exemple avec des illustrations des problèmes posés par les 3 types de réductionnisme. Pour les sciences de gestion en particulier, il y a beaucoup d'exemples euh, percutants, faciles à comprendre avec l'ordinateur, l'amour, ceci, cela. Peut-être on pourrait en alimenter rapidement, quoi, avec quelques illustrations en sciences de gestion. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, j'ai 3 petits points. Le deuxième, c'est, tu disais à un moment, le travail épistémique, cons- il va se poursuivre pour restaurer la complexité malgré les limites constatées. Est-ce une autre piste, outre poursuivre le travail épistémique, voilà, c'est ambitieux, c'est très bien. Je crois que tu l'as évoqué, mais je suis pas, je le mettrais un peu plus en avant de tout simplement bien mentionner les limites et voilà, de la démarche. Au moment où tu as dit dans l'analyse, le risque, c'est de ne pas laisser de côté des éléments importants ou de les mentionner. Et ça revient aussi dans la démarche d'écriture scientifique à être très clair et honnête sur les limites voilà, du papier, du texte. Et donc, c'est une façon peut-être aussi quand on ne peut pas non plus forcément poursuivre très loin la démarche épistémologique, de dire j'en suis là, j'en suis là, j'en suis déjà là, j'en suis que là, et je vous rappelle bien, voilà. Et ce cadre, et donc ce qui fait la différence avec le scientisme, à mon avis, enfin, je te laisserai confirmer. En tout cas, c'est un garde-fou contre le scientisme. Et troisième petit point, c'est sur les métaphores. Là, je rejoins ce qu'a dit Johan. Euh, Même si moi, je trouve que les métaphores, c'est très riche. Donc, je trouve ça intéressant d'en prendre. Et c'est peut-être le fait d'avoir 2 métaphores dans 2 champs très distincts. Le cadavre, on passe du cadavre à la cuisine voilà, en peu de temps. Alors, ouais, soit il y a une façon, soit tu y tiens, il y a une façon voilà, de l'amener, soit peut-être en cherchant 2 métaphores plus proches, par exemple 2 métaphores dans le champ culinaire. Là, je pense qu'on suivrait mieux, ou 2 métaphores dans le champ cadavre ou mort-vie, ou voilà. Bah, c'est voilà, une piste pour rendre ces métaphores un peu plus lisibles ou mieux plus les justifier. Mais je les trouvais quand même justifiées. C'est plus l'enchaînement d'idées, de concepts et de Mhm. métaphores, ouais, à mon avis. Euh, Voilà. comme je l'avais dit, donc ce texte est dans une version très préliminaire. Je me doutais que effectivement j'aurais on va dire, une réaction vive d'Erwan qui ne manquerait pas de faire, on va dire, des ravages dans mon texte. Et c'est justement pour ça que le séminaire est là. Et donc je vous remercie évidemment de toutes vos contributions qui vont me permettre de faire une V2, une V3 et une V4. Là, pour reprendre spécifiquement ce que tu disais, Alexandrine, oui, effectivement, ça pourrait être bien de prendre des exemples spécifiques des sciences de gestion pour illustrer les trois domaines. J'ai ma tendance, on va dire, de théoricien, c'est-à-dire que si j'ai fait un modèle qui est vrai pour les SHS, en réalité, il est donc vrai pour les sciences de gestion qui sont à l'intérieur des SHS. Mais tu as tout à fait raison de souligner que effectivement, on pourrait citer des petits exemples en s'étendant pas forcément trop, ce qui permet d'ancrer dans le champ. Et c'est ça que je retiens et que je n'avais pas suffisamment en tête. Et c'est ça qui permettra aussi de bien montrer que c'est un chercheur qui parle à des chercheurs. Donc en fait, ça aide à clarifier le positionnement. Et ça, pour moi, ça, c'est une très très bonne remarque. Euh, Ensuite, la deuxième chose, c'est les limites du travail épistémique produit. Le scientiste dit qu'il n'a pas de limite dans son travail.
puisque en fait, il pose a priori réductionnisme ontologique que ça se réduit qu'à ça, et comme il ne regarde que ça veut dire qu'il a tout regardé. Mais ça, c'est, on va dire, un sophisme, hein. C'est comme j'ai fait une définition hyper étroite et parfaitement critiquable, mes définitions, voilà, réputées sans perte. Ça, c'est intéressant, hein. C'est une définition de l'objet qui est réputé sans perte. Et donc, c'est Ouais. là où on a l'ambiguïté, on va dire, du réductionnisme, qui du coup ne s'aperçoit pas qu'il est réductionniste. Puisque comme il a toujours travaillé avec cette définition de l'objet, il ne comprend pas que toi, tu n'es pas la même. Ouais, mais donc je pense qu'on peut, en rajoutant très peu, même 3-4 mots, le souligner Oui, dans ce mais type de réductionnisme. Celui-là, c'est- je sais plus, hein, tu as peut-être mis, je sais plus. Mais c'est ça, c'est l'objet. Non, mais c'est Ouais, ma nouvelle formulation de l'objet ok. réputé sans perte. C'est Ouais, comme c'est ça bien. que je vais Super. le reformuler dans la version d'après. Ah, ok, ah Euh, ouais, très bien. et parce que, évidemment, je vois tout à fait la pertinence du propos. Ok. Et j'entends bien l'histoire des métaphores. Alors, bon, je suis un peu surpris, mais c'est justement pour ça, parce que j'avais trouvé que les métaphores, justement, en contraste, étaient intéressantes. Après, si par hasard vous mangez de la chair animale, vous mangez des cadavres. Donc il y a une continuité entre le cadavre et la cuisine, hein, mais bon. Et peut-être qu'à la limite, c'est ça que je devrais dire pour montrer Ok. le passage de l'un à l'autre. Mais du coup, si je suis ton conseil sur prendre, on va dire, deux métaphores dans le champ culinaire, ça me semble plus pertinent que deux métaphores dans le champ d'autopsie. Ouais. Parce que, Alors, vas-y. pardon, j'hésite à le dire, mais tu sais, il y a cette notion de cadavre exquis Oui, ouais. qui peut être sympa, mais j'ai regardé la définition rapide, c'est création collective Ouais, ouais, je sais. surréaliste. Ouais, ouais, Alors, je je sais sais ce pas que si c'est. ça va peut-être un peu loin La- par rapport à ce que tu disais, qui était plus de l'ordre bricolage, Non, parce que le bricolage cadavre exquis, cuisine, mais ça peut on peut dire que c'est répondre. du bricolage. Le Ouais. cadavre exquis, c'est une forme d'improvisation, puisque Mm. le principe du cadavre exquis, c'est on va faire un texte à l'aide d'une suite de mots qui sont tirés de façon complètement aléatoire. Et donc, on se retrouve avec des proximités entre des mots auxquels on n'aurait jamais pensé. Et donc, le premier mot, c'est cadavre, et le deuxième qu'ils ont tiré, c'était exquis. Alors, évidemment, c'était pas on va dire quelque chose qui est dans le cadre. Et en fait, ici, c'est un mécanisme de génération de créativité pour sortir du cadre. On utilise un générateur aléatoire pour sortir du cadre. Donc, cadavre exquis, tu as raison, c'est quelque chose que je pourrais aussi utiliser parce que, en fait, c'est le cadavre exquis, à la limite, ça peut être une manière de sortir du réductionnisme ontologique. Et de la Puisque, décomposition, ouais, ouais, de passer à la recomposition. Bon, super, c'est une piste. Je laisse la parole à à Philippe. Philippe. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'évoque le terme de cadavre, moi ça m'évoque Eichmann, relaté par Hannah Arendt, qui disait que il agissait comme un cadavre, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça peut t'aider ou voilà. Simplement, donc effectivement, si on n'est qu'une somme de matière, ce genre de choses, ben, on a un cadavre qui agit, mais est-ce qu'on agit bien? C'est ça la question. Voilà. Bah, la question ne se pose pas, parce que si tu n'es qu'une somme de neurones, le bien et le mal n'a pas de sens. Mais tu vois, le fait que tu poses cette question est censé, à la limite, c'est peut-être ça le paradoxe. C'est-à-dire que la réponse à cette question n'a pas lieu d'être et pourtant tu la poses quand même. Donc, si tes neurones ne permettaient pas de la penser, tu ne devrais pas pouvoir la poser. Donc, c'est ce que j'essayais de dire à Erwan, comme quoi c'est un exemple de réfutation empirique. C'est-à-dire, je produis un fait empirique qui montre qu'un postulat ontologique est faux. Ouais, tout à fait. Une sorte de preuve par l'absurde. Très bien. Ok. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Juste avant de conclure, Alexandrine, j'ai aperçu dans un de tes papiers la notion de communauté épistémique. Alors, c'était un papier où vous étiez plusieurs
Donc, c'est peut-être tes co-auteurs qui étaient plus porteurs de la notion. Tu me vois venir si jamais c'était toi qui avais amené la notion. La requête va suivre, mais est-ce que voilà, c'était Non, toi ou pas est-ce que ça t'est vraiment. étranger? Moi, j'avais plutôt fait la partie méthodologie, extraction, traitement des données. Par contre, avec un des mêmes co-auteurs, on a travaillé et on n'est pas abouti vraiment, mais du coup, ça pourrait peut-être être l'occasion. On a travaillé à la suite sur la notion de communauté de destin. Et on s'est un peu pris la tête et on savait pas trop non plus comment et où le présenter. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pourriez nous aider Alors, à un moment donné. Mais je sais pas si destin, je ne si c'est sais un pas, truc qui vous mais intéresse. si vous vouliez faire un petit détour sur, parce que dans l'article, vous fondez les communautés de pratique sur des communautés épistémiques. Si la notion de communauté épistémique peut vous aider à cheminer après sur d'autres, nous, on serait preneur d'un passage spécifique aux communautés épistémiques. Ah oui, vous, c'est ça qui vous intéresse. Voilà, Ouais. je Ouais. veux pas te Je calmer m'engage pas. Je définitivement. m'engage pas. Voilà, Je vais si réfléchir. tu, Ouais. si tu peux y réfléchir, en parler à la personne avec qui tu travailles et nous dire, c'est le genre de sujet qui serait intéressant d'aborder ici. Enfin, en tout cas, la notion de communauté de pratique est plutôt centrale dans votre papier de management et avenir, avec un sous-jacent de communauté épistémique qui n'est pas complètement explicité, et ça serait intéressant de l'expliciter. En tout cas, voilà, ça fait partie des sujets qu'on pourrait aborder. Ok, bon, bah, ok, merci. Voilà. Je vais en parler à mon collègue. Ouais. Tu lui en parles et tu nous dis. Ouais. Bon, bah, on finit par arriver. Alors, je pense qu'on a pu boucler à l'heure parce que Erwan s'est déconnecté, donc ça a permis de limiter les débats supplémentaires. Mais en tout cas, Laurent, merci beaucoup pour ces Merci pour vos partages. retours. On se voit le mois prochain, le 18 février, avec Philippe Corcuff qui nous parlera de la réflexivité en SHS. À bientôt, au revoir. Bientôt. À bientôt. Bravo, Laurent. Merci.